Le compteur bleu, c'était joli et ça durait plus d'une vie. Mais EDF, trop fortuné, a voulu s'en débarrasser. Ils veulent nous imposer un compteur nouveau-né. Disons stop au Linky et résistons, résistons. Disons stop au Linky et vive la rébellion. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes déjà bien nombreux. Je vais d'abord me présenter, Philippe Blondet, donc président de Plumeur Bodou Nature et membre d'Eau et Rivières de Bretagne, entre autres. Et je suis accompagné de... Patrice Desclos, donc moi je suis président d'une association qui s'appelle l'AMI, qui s'occupe d'habitat depuis quasi 25 ans. Et je suis également ancien administrateur d'Eau et Rivières de Bretagne. Donc on se connaît dans plusieurs combats. Et donc le combat Linky, si vous voulez, même si on n'est pas toujours forcément complètement impartial, et on va justifier pourquoi, on le mène depuis plusieurs années. Moi, en tant que chercheur, puisque je viens du monde des télécoms, j'ai travaillé dessus dès 87. C'est vous dire que c'est pas d'aujourd'hui. On parlait de télécomptage à l'époque, et donc maintenant on parle de compteurs communicants. Bien, pour cet exposé, cette conférence, nous vous proposerons de se dérouler. D'abord voir les acteurs, différents volets techniques, sanitaires, économiques et surtout juridiques, parce que ça sera un problème juridique. Les protections et puis aussi les arnaques, mais ça sera court. Pour laisser place au débat qui est le plus important, c'est-à-dire les échanges entre vous et nous. Première chose, les acteurs. Les acteurs, c'est important de connaître les noms, parce que ça se joue sur les mots. Alors, les producteurs. Merci. Les producteurs, à gauche, vous trouvez EDF, ceux qui fabriquent de l'électricité. Ensuite, c'est transporté. Vous voyez sur vos factures transport, c'est le RTE. Ensuite, vous avez le distributeur, Enedis, qui a la mainmise sur le système. Et vous avez un ensemble de fournisseurs d'électricité qui doivent de toute façon passer par Enedis pour arriver chez vous, consommateurs. Les fournisseurs, ce sont des entreprises qui peuvent être multinationales, ou alors même les particuliers. Simplement, vous pourriez le voir en regardant les conditions générales de vente que vous avez reçues en janvier 2018. Tout fournisseur doit passer par Enedis. Donc vous voyez déjà, vous sentez déjà la pression, la mainmise sur le système. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Linky? Actuellement, on habite là, on a un compteur, et puis on a un transformateur qui nous transforme du 20 000 volts en 230 volts. Tout va bien, ça s'éclaire la nuit, et en plus ça permet de faire fonctionner les frigos. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils ont ajouté ce qu'on appelle un concentrateur. Un concentrateur, et vous voyez apparaître un terme CPL, courant porteur en ligne, c'est-à-dire quelque chose qui va transporter des signaux. On va vous expliquer ensuite. Alors, un concentrateur, voilà, ça c'est un transformateur, Cyprien Trégastel, et sur le côté, vous avez une petite antenne. Et cette petite antenne, transmet toutes les données, ici, sur un centre de gestion. Elle transmet par, l'équivalent d'un mobile. Voilà. C'est du GSM. Et ce centre de gestion transmet vos courbes de charge, vos courbes enregistre ce que vous faites, toute votre consommation en permanence, transmet cette courbe aux différents fournisseurs. Voilà le système Linky. Pour qu'ils puissent vous facturer.
Alors, ce qu'on peut remarquer, déjà, le courant porteur en ligne, il va transmettre, il va passer dans vos fils, dans votre habitation, mais il va se transmettre également chez vos voisins. Et vous allez recevoir éventuellement des signaux du voisin. C'est-à-dire que ça va venir polluer votre habitation. Ça, Patrice va le développer. Le CPL, c'est pas nouveau, hein. En fait, vous, sans le savoir, vous l'aviez déjà, notamment pour activer heure creuse, heure pleine par rapport à votre transformateur. Bon, à l'époque, c'est une impulsion qui passe par un filtre et qui active éventuellement un relais et qui alimente, disons, votre chauffe-eau. D'accord ? Et puis arrive à l'heure de fin une autre impulsion, décodée un peu autrement, mais qui désactive, disons, le relais, et donc à ce moment-là, le chauffe-eau passe en normal, en gros, hein, pour schématiser. Donc ça fait très longtemps en fait que ça existait, ces technologies, hein. Alors ce qu'on voit, c'est que sur le 50 Hz, on superpose une modulation. Donc là, on a fait un petit crowbar à droite là qui explique, hein, qui est le signal, qui est donc transporté par le 50 Hz, par votre courant d'alimentation classique. Alors cette petite modulation, si vous voulez, bon, bah, elle a des caractéristiques propres qui permettent de la reconnaître parce qu'on a tout à fait le droit d'avoir plusieurs modulations différentes. Par exemple, il y a des gens qui, depuis longtemps, il y en a dans la salle que je connais, qui ont des courants porteurs en ligne, par exemple, entre leur box Internet et leur télévision, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas d'autres systèmes, ils ne veulent pas du Wi-Fi, par exemple, donc ils ont fait par les courants porteurs. Donc c'est des technologies qui sont utilisées depuis longtemps, avec des fréquences différentes pour pas, entre guillemets, se mélanger, et avec des niveaux d'amplitude, d'énergie, qui peuvent être différentes, ajustées pour pas trop rayonner non plus. D'accord ? Donc c'est pas nouveau au point de vue technologique. Après, bien sûr, le signal en question, en fait, c'est un codage, hein, il est propre à chacun. D'accord ? Et là, c'est là qu'on peut avoir des différences, notamment sur le rayonnement et sur la santé. Chacun est plus ou moins électrosensible. Il y a des gens sur lesquels ça fera rien. Et il y a des gens, par exemple, s'ils sont appuyés le dos à une ligne électrique, ils vont le sentir. Donc on n'est pas tous égaux, disons, devant ce genre de phénomène. Et les réactions que l'on a au point de vue santé peuvent également être très différentes. Alors les symptômes classiques, c'est trouble du sommeil. Il y a des gens, c'est arrivé par exemple du côté de Rennes, à Château-Giron, je crois. Il y a une dame qui se lève le matin et qui est tombée dans l'escalier, quasi évanouie donc, parce qu'ils avaient branché le Linky dans la nuit. C'est-à-dire quand on vous met un Linky, il n'est pas forcément connecté au point de vue du transfert des données. C'est-à-dire qu'il vous alimente en courant. Si vous appuyez sur les boutons, vous voyez tous les heures creuses, les heures pleines, combien vous avez consommé, etc., tout ça. Mais il ne transmet pas encore en ligne. Parce qu'ils attendent d'en avoir un certain nombre sur le même transfo pour, à ce moment-là, activer tous ces signaux-là, pour optimiser leur transmission qu'il y a derrière, qu'on a vu là, sur le transfert dans un autre protocole qui est celui des mobiles, et après on prend une chaîne classique bien connue des mobiles. Alors je rentre pas trop dans les détails parce qu'ils ont pris en plus des protocoles qui existaient sur les mobiles pour que ça coûte le moins cher possible, et au transformateur, donc il y a une concentration pour envoyer des données, c'est-à-dire des wagons, et faire un train de plusieurs wagons pour avoir tous vos voisins aussi en même temps, donc le moins longtemps possible et le plus chargé possible. D'accord ? Alors ce qu'on ne sait pas toujours trop non plus, c'est à quelle fréquence, fréquence dans le temps, toutes les minutes, toutes les heures, toutes les 2 heures, une fois par jour, ils avaient dit à un moment, à minuit, comme par hasard, on transfère les données. Comme ça, on ne vous emmerde pas trop. On a vu que dans les caractéristiques techniques, ils pouvaient le faire toutes les minutes s'ils voulaient. C'est de l'informatique, hein. On fait ce qu'on veut. D'accord ? À ce moment-là, suivant les cadences, on se doute que si on est sensible, on va être plus ou moins pollué. Puisque ce qui compte pour la santé, c'est les temps d'exposition. D'accord ? Bien sûr, il y a les intensités, disons l'énergie qui est transmise, mais c'est surtout les temps d'exposition. Il y en a, ça leur fait mal à la tête, céphalée. D'autres, ça peut être des acouphènes qui sont déclenchés par ce genre de trucs. Ils ne les avaient pas avant.
Ça peut être des troubles de la mémoire aussi. Alors bon, on va dire c'est début d'Alzheimer, n'importe quoi, hein, on peut tout balancer. Ça peut être des troubles de l'attention, de la vision. Ça peut être sur les gestes, le rythme cardiaque aussi. Voilà, donc il y a plein de phénomènes. Il peut y en avoir des cumulés, bien sûr. Ça dépend de chacun. Maintenant, c'est très difficile aujourd'hui, techniquement, de faire la corrélation entre, disons, ce qui se passe au niveau électrique et ce qui se passe sur la santé. Alors, il y en a un qui l'a bien fait pour l'instant, mais bien sûr, il est dénigré. C'est le professeur Bellepomme, spécialiste du cancer notamment. Mais il a même mis des appareils au point pour voir quelle zone du cerveau, parce que ça peut aussi dépendre des gens, est excitée quand on envoie ces ondes. D'accord ? Mais le lobby tend à faire passer ces gens-là pour des extralucides ou je ne sais quoi d'autre. Vous vous disiez bien, les enjeux économiques, il y a quand même entre 35 à 39 millions de Linky à déployer en France. Donc le gâteau est gros, quoi. Alors oui, ça a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme cancérogène probable pour l'homme. Malgré tout, ça a mis du temps, hein, mais il y a ça, quoi. Mais pour l'instant, les procès qu'il y a en France, parce qu'il y a un très gros lobby en France, eh ben, ça passe pas. Pour l'instant. Mais on voit quand même frémir des progrès. Le problème, c'est que l'intensité des champs électromagnétiques émis par le Linky est inférieure au seuil maximum autorisé en France, alors que ce seuil est 10 à 100 fois supérieur à celui défini dans les autres pays européens. Mais d'un point de vue médical, vous ne trouverez jamais de médecin capable de faire le papier qui va bien en disant Madame une telle ou Monsieur un tel est électrosensible, elle souffre à cause du Linky. C'est pas vrai. Ils vont reconnaître que vous avez un souci, mais ils ne feront jamais de corrélation avec le compteur Linky. Deuxième volet, les avantages annoncés par Enedis. Vous avez tous reçu le petit papier, vous avez les 4 carrés bleus. Alors, ils nous disent des déménagements simplifiés. Comme dit Patrice, 35 millions de foyers qui déménageraient tous les ans, ça se saurait. Qui plus est, nous avons tous les deux 14 ou 15 déménagements à notre actif. Et je peux vous assurer qu'en arrivant dans un appartement, je n'ai jamais eu de coupure d'électricité. L'électricité était présente puisqu'on avait une petite imprimée, une petite navette. Le prédécesseur marquait son indice, moi je vérifiais et je l'envoyais. Et ça se réglait. Donc, avantage pour le client, je commence un petit peu à avoir le sourire. Un relevé de consommation sans dérangement. Oui. Je dirais que presque 70% avons des systèmes de ventouse sur les boîtes extérieures. La jeune fille, là, elle passe chez moi, elle met son système, elle relève le compteur, elle ne me dérange pas. Et c'est pas un Linky ton compteur, hein ? Et c'est pas un Linky, bien sûr. Une maîtrise facilitée et immédiate, au lieu de tous les 6 mois, de la consommation grâce à un espace personnel sécurisé via Internet. Oh là, il va falloir ouvrir un espace personnel. Donc déjà, vous serez suivi avec votre Internet. Et en plus, c'est immédiat. Vous connaissez beaucoup de gens qui vont voir tous les 5 minutes leur compteur. Moi, non. Je regarde ma facture quand elle arrive, puis je dis oh, Philippe, il faudrait peut-être ralentir un peu, ou alors c'est bon. Hein. Il permet d'adapter les heures creuses et heures pleines aux besoins du client. Bah, ça, on l'a déjà. Alors on pose la question, adapter par qui, pour qui ? Oui, cette question est importante parce que on sait très bien que la production a, avec le nucléaire, des problèmes de régulation. Vous savez qu'on ne module pas comme on veut la production d'une centrale nucléaire. Si vous voulez, la modulation, c'est le problème du 25 décembre à 19h, où effectivement, s'il fait très froid, tout le monde pompe, et à ce moment-là, ça risque de couper. C'est ça le problème d'EDF. Hein. Et donc, en fait, la modulation, c'est aussi intéressant pour eux. Ce que disait Philippe tout à l'heure sur les relevés, ce qui est impacté directement, c'est la masse salariale. Voilà, c'est des emplois. Là, ils vont supprimer des tas d'emplois
hein, en faisant ces trucs à distance, et donc ça fait des économies de charge évidentes. Hein. Donc c'est pas toujours le client qui a le service et l'intérêt. Alors c'est vrai que tu disais, oui, mais moi j'ai déjà la modulation, c'est vrai. On a des modulations d'abord assez simplifiées, d'accord. En gros, c'est disons 2 périodes, le midi et la nuit, quoi. Bon, il y a les autres trucs, genre JP, etc. Mais aujourd'hui, quand ils étudieront vos profils à travers toutes ces données qu'ils auront accumulées, ils vont dire, tiens, je vois que celui-là, il se lève à telle heure, il se couche à telle heure. En gros, bon, je caricature. Hein. Donc, on pourrait lui offrir quelque chose d'adapté qui pourrait l'attirer, l'intéresser, pour qu'il change un peu ses habitudes, parce que ça nous arrange. Donc, c'est pas complètement innocent. Alors, c'est vrai, ça peut permettre une souplesse s'ils le font vraiment dans l'intérêt plein et entier du client, ce qu'on ne sait pas. Qui plus est, les histoires d'heures creuses, heures pleines, il faut savoir que sur un même transformateur, sur un même quartier, 2 voisins n'ont pas forcément les mêmes heures creuses et les mêmes heures pleines. Alors ça va plus loin, attends, dans ce qu'il dit, quand même qui est important, c'est que on accuse souvent d'espionnage. Oui, vous regardez notre vie, vous savez à quelle heure on va pisser, etc. Vous savez quand on fait une machine à laver, etc. Alors lui, il a nié. Et puis à un moment, on voit une vidéo, il dit, ben là, vous voyez, ça, c'est une machine à laver. Pour de nombreuses associations, Linky va connaître toutes nos habitudes en temps réel. Par exemple, à quelle heure je consomme le plus d'électricité, donc à quelle heure je me trouve chez moi. Et on ne sait jamais, ERDF pourrait transmettre ces infos à d'autres entreprises, ou même peut-être aux autorités en cas d'enquête ou... Quand vous emménagez, vous appelez à 18h un jour, le lendemain matin à 6h, le service est rendu à distance du fait que ce compteur est connecté. Attendez, c'est un compteur qui mesure des courants électriques et qui ne sait pas reconnaître l'électron qui vient de la machine à laver, de la télévision, de votre fer à repasser ou autre. Et puis là, vous avez une courbe qui vous permet de visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations. Alors là, on a un exemple, on a un lave-vaisselle donc qui tourne, et puis un four qui, pour l'instant, fonctionne aussi. Oui. Ce n'est qu'un compteur. Oui. Et donc nous, on n'a aucun intérêt à aller surveiller la vie des uns et des autres. Du fait que ce compteur est connecté. Un compteur connecté qui permettra de suivre sa consommation sur Internet ou en direct sur votre téléviseur. Compteur connecté, c'est peut-être des entraves à la vie privée. Non, répond ERDF, qui assure que toutes les données seront cryptées. Bon, ben, c'est une maîtrise complète du réseau, c'est-à-dire que à distance, on peut commander des Linky, on peut moduler, comme disait Patrice, certaines choses, que ce soit du chauffage, que ce soit la charge des voitures électriques, que ce soit des clims, des pompes à chaleur, etc. C'est-à-dire que le gars qui mettrait sa voiture électrique en charge, il sait qu'il y en a pour 2 heures, mettons, et puis il va se retrouver avec une charge qui aura duré 4 heures. Parce qu'entre deux, ils auront coupé, ils auront délesté, ils auront modulé. Voilà. Et ça, personne ne l'aura vu. Une diminution des coûts de gestion. Alors ça, c'est énorme. En fin de compte, ça veut dire quoi? Comme dit Patrice, c'est diminuer les masses salariales. Et nous sommes bien placés pour en parler, puisque nous avons des proches qui travaillent chez Enedis. En fin de compte, on va arriver au système de robots. Si c'est pas ça, tapez 1. Si c'est pas ça, tapez 2. Si c'est pas ça, tapez 3. Et puis à la fin, on va vous dire, bah, envoyez un mail. Bah oui, mais j'ai plus de courant. Hein? Et le plus drôle, un sourire un peu crispé, ils espèrent qu'avec ce système Linky, on fera des économies. Mais attendez, parce que je change de compteur, je vais consommer moins? Je comprends pas là. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es pas sage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignette et timbre. 32% de nos factures, c'est l'électricité. Tout le reste, ce sont des taxes. Alors, ça aussi, ça fait partie des arnaques. Les gens qui vont vous téléphoner en disant, vous allez faire des économies. Sur quoi? Si je veux faire des économies, je vais devoir baisser ma consommation électrique. On va revenir aux bougies alors. Tant qu'à faire. Bon, l'histoire des LED, c'est vrai. De 6300 watts, je suis passé à 580 watts. Ok. Mais c'est Epsilon.
C'est epsilon l'éclairage. Vous n'allumez pas votre maison, toute la maison en permanence. C'est pas Versailles tous les jours. Hein? La réalité, c'est les fours, les machines à laver, les lave-linges, etc. Alors, le coût de l'opération, c'est 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, est-ce que vous connaissez une entreprise qui investit 5 milliards d'euros et qui dit à ses clients, comme ça vous paierez moins cher? Cherchez l'erreur, là. Mais ça sera dévoilé par Patrice tout à l'heure. En fin de compte, ce qui va se passer, c'est que sur nos factures, dans les années 2020-2021, nous aurons en 3 fois entre 140 et 145 euros à payer. D'accord? En 3 fois. Et alors ça sera sur la ligne, on ne sait pas si c'est sur la ligne abonnement ou sur la ligne transport. Parce que, en fin de compte, c'est lié au transport en général, et là, les transports des données sont taxés. Donc là, on est dessus avec Patrice, on cherche actuellement, on est sur à peu près à 70% de notre coût. Alors, ce qu'ils essayent de faire, eh ben, c'est le passage au tarif supérieur. C'est-à-dire que actuellement, vous avez un disjoncteur qui coupe à peu près, bon, il est calibré à 30 ampères, il va couper dans les 33, 34 ampères. Aujourd'hui, le système de coupure est dans le Linky. Vous avez une espèce de relais qui normalement est fait pour couper jusqu'à 100 ampères. Et c'est commandé par informatique. C'est-à-dire que si vous dépassez 30 ampères,2, ça coupe. Alors qu'avec nos disjoncteurs, certes, de toute façon, c'était enregistré dans le compteur, ce que vous consommiez. Mais ça coupait à 33, 34 ampères. Il y avait une certaine souplesse. Ce qui les gêne, c'est qu'au point de vue abonnement, ce petit supplément n'est pas facturé. Donc ça va contraindre à passer à l'abonnement supérieur, même si vous n'en avez pas vraiment besoin, vu la tolérance du disjoncteur. Oui, en cas d'incident, ils sont prévenus immédiatement. L'incident pouvait être au passage un incendie, par exemple. Et là, vous voyez ce que je veux dire. Donc le but, si vous voulez, premier, moi quand j'y ai travaillé dessus, sur ces affaires-là, de télérelevage, c'était en 87-88. C'était un souci, hein. Donc les télécoms essayaient de vendre des liaisons télécom à EDF pour faire les télérelèves. Bon, c'était les débuts, hein, si vous voulez, mais le but, c'est bien de diminuer la masse salariale. Donc à terme, les emplois, très clairement, hein. C'est la recherche actuelle, je dirais, de tout gros industriel, c'est comment faire plus avec moins, quoi. Donc, en plus, Enedis, au point de vue assurantiel, vous savez, souvent, les grosses boîtes sont leurs propres assureurs, surtout les grosses boîtes de type service public. Et donc, Enedis n'assure pas ses compteurs auprès d'une compagnie d'assurance. Alors, on a fait l'expérience suivante, c'est on a demandé à pas mal de gens d'écrire à leur assureur et de leur dire si j'avais un incident électrique avec un compteur Enedis, qu'est-ce que vous faites? Alors, la plupart du temps, ils sont très prudents dans les réponses, parce qu'on demande des réponses écrites, bien sûr, hein. Alors, ils sont très prudents et ils disent si vous êtes assuré dégâts électriques, on va envoyer nos experts pour voir qu'est-ce qui se passe. Bon. Alors en fait, oui, ils n'en voient pas forcément, hein. Alors jusque-là, souvent, ils payent sans trop discuter. Voilà, c'est un risque en fait qui jusque-là était assez mineur, puisque vous savez que les assureurs, on paye en fonction du risque. Plus le risque est fréquent, on va dire, je caricature, hein, plus on paye, quoi. Bon, il y a des cas d'exception pour les assurances bagnoles, c'est une assurance obligatoire, donc il n'y a même pas à discuter. Et donc, donc pour les assurances, moi-même j'ai écrit à la GMF, je vous le dis, je leur ai posé le problème dans les termes de Patrice, et ils m'ont répondu de toute façon, il y aura les experts qui, Enedis nous envoie ses experts. Bah oui madame, mais ils sont jugés partis dans ce cas-là. Hein, bon voilà la réponse de la GMF. Donc là nous avons un compteur Linky qui a brûlé, d'après le technicien. Il a eu une anomalie et donc a brûlé. Là on voit les dégâts qu'il y a eu sur la partie où il était installé. Donc on voit la partie en bois, là tout est brûlé. Le connecteur.
derrière, les fils sont brûlés. D'après le technicien, on a eu de la chance parce que pour un peu, c'est la maison qui prenait feu. On va pousser un peu plus loin le schmilblick. Dans les incendies qui pourraient être liés à Enedis, on s'aperçoit que les preuves peuvent disparaître. Voilà. Bon. Il y a des signatures. Bon, là, sur ce cas-là, donc, on est allé photographier l'incident dès qu'il a été vu dans la presse. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu un décalage par rapport à la réalité de la date à laquelle ça s'est passé. En regardant bien les photos, il y a eu toute une série de photos. On s'est aperçu que, comme toute la toiture était tombée avec sa charpente et que c'était des cendres, la plupart des murs étaient noirs. Sauf ce qu'on a vu tout à l'heure, un endroit, et cet endroit-là, comme par hasard, c'était là qu'était le compteur Linky, et toute la distribution électrique, vous savez, là où il y a les disjoncteurs, etc., de la maison. Et c'était, en fait, sur des panneaux en bois, ce qui, normalement, maintenant, est complètement interdit par Enedis lui-même, qui est très étonnant quand même. Et tout ça, ça a disparu. Bon, quand vous regardez ce que c'est qu'un tableau de distribution électrique, pour ceux qui savent et qui en ont ouvert, il y a des réglettes métalliques. Ça crame pas. Donc normalement, par terre, au pire, on devrait retrouver tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Alors bien sûr, il y avait des perruques de fils électriques dont les gaines avaient brûlé, donc on voyait le cuivre. Mais tout le reste, par exemple, un disjoncteur dedans, il y a des trucs métalliques. Il y a des bobinages, etc. Tout ça, on n'a pas vu. Voilà. Et en fait, quand on regarde bien ce qui s'est passé, c'est qu'on voit que la partie liée à la maison a marché alors que le Linky était en train de cramer. Finalement, en questionnant un certain nombre de personnes, on s'aperçoit que rien n'avait sauté. Il y avait un arc électrique qui sortait du Linky. Mais les protections n'avaient pas fonctionné. Le Linky, il était cramé, il était en début d'incendie, et c'est lui qui a foutu le feu, quoi, en clair. Mais côté maison, la sécurité était intouchée. Alors ça, c'est nos hypothèses, disons. On n'a plus de preuves puisqu'elles ont disparu. Ce qu'on sait, on a interrogé les pompiers. Les pompiers, eux, ne s'intéressent pas à ça. Eux, quand il y a un incendie qui est déclaré, ils téléphonent à Enedis, bon, il y a des services d'astreinte et tout, pour dire, vous pouvez couper cette maison. Donc ils rappliquent si c'est du gaz ou de l'électricité. Et là, en fait, qu'est-ce qui a été coupé? Alors, on ne sait pas trop comment, si c'est une protection qui a sauté. Ça a été coupé au transformateur. Donc, c'est tout le quartier relié au transformateur qui est tombé. Mais aucune protection entre les deux, je dirais, n'avait sauté. Donc, aucune côté de la maison. Et pourquoi on l'a su, en fait? Parce qu'en interrogeant les personnes qui sont allées, elles ont senti que ça la fumée, quoi. Elles sont vite allées, c'était à la cuisine. Elles ont vu les arcs électriques qui sortaient. Mais elles se souviennent très bien que, par exemple, la guirlande du sapin de Noël marchait encore. Donc on peut se questionner. Enfin, moi, je ne me questionne pas trop. Quand on regarde comment est fabriqué un Linky, dedans, on comprend très vite, quoi. Donc ça veut dire que le système de coupure à distance, il était rétamé déjà. En fait, on pense même, on en est sûr, que c'est lui qui a foutu le feu. Voilà, parce que c'est un maillon faible du Linky. Tous les appareils de comptage à coupure ne doivent pas se réarmer automatiquement. Or, le Linky se réarme à peu près au bout d'une minute. D'accord? Alors, s'il saute souvent, bien sûr, EDF, Enedis va vous dire, il faut que vous preniez l'abonnement au-dessus, bien sûr. C'est aussi ça l'objectif, c'est une forme de dissuasion. Donc, je poursuis. Par rapport aux assureurs, donc, en gros, ce qu'ils disent, il vous faudra prouver que l'incendie a pour origine le nouveau compteur. Bon, à partir du moment où il n'y a plus aucun élément, ça devient très difficile de le prouver. Bon, par ailleurs, nous, ce qu'on dit, si vous voulez, c'est qu'il y a de l'humain derrière. D'accord? C'est quelqu'un qui se retrouve à la rue, à poil, avec tous ses souvenirs qui ont cramé. C'est ça que ça veut dire concrètement. Tous les lettres qu'il avait arrangées, les albums photos, tout ça, ça a cramé, quoi. Et donc, on est en période de faiblesse, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est obtenir de son assureur le chèque pour pouvoir reconstruire. Donc si on commence à dire « moi je vais aller au pénal », etc., l'assureur va dire « attendez, moi, s'il y a une enquête au pénal, j'attends les résultats de l'enquête pour vous payer ». Recherche de responsabilité, ça s'appelle en droit.
D'accord? Donc, dans ces cas-là, faut pas se prendre pour un foudre de guerre qui va aller au pénal, etc. On attend de toucher son chèque et on verra après. Il faut comprendre. Hein. C'est ce qu'un couple dans l'Essonne a fait. C'est-à-dire qu'ils ont dit OK, on reconstruit tout ça. Et ensuite, ils ont été au pénal. Parce qu'ils avaient, eux, enregistré le compteur qui brûlait. Et dans le cas qui nous intéresse, qui est proche de chez vous, qui est très Burdin, là, les témoignages, ce sont des gens majeurs, ce sont les enfants, c'était majeurs, qui nous ont bien décrit ce qui s'était passé. Mais il n'y a pas de preuve, si vous voulez, autre que leur déclaration, quoi. Hein. Donc en droit, ça ne veut rien dire, quoi. Le problème, c'est que ces Linky sont fabriqués par des constructeurs et qui ne sont pas toujours très bons d'un point de vue qualité de composants. Donc en fait, c'est sous-traiter des installations. En France, il y a 5000 sous-traitants qui installent 35 000 Linky par jour. Et il faut en installer, en gros, au moins 35 millions au bout du compte. D'accord? Donc c'est sûr que c'est cadencé. Ces gens-là, on a vu les petites annonces, on en a recueilli certaines. En gros, on ne prend pas forcément des gens qui ont déjà un CAP. D'accord? Donc on leur fait une petite formation. Et on s'aperçoit que souvent, c'est bien insuffisant. Par exemple, il y a un certain nombre de départs d'incendie qui sont dus au fait que les câbles n'ont pas été serrés comme ils devraient l'être. D'accord? Donc, il y a tout ça à éclairer. C'est pour ça que c'est pas si facile de faire un combat au pénal. Et qui plus est, comme dit Patrice, il faut avoir normalement un CAP d'électricien. Voilà. Et c'est bien précisé dans la norme française C14 ou 100. Ouais. C'est bien précisé que la personne qui doit être habilitée doit déjà à la base avoir au moins un CAP d'électricien. Alors effectivement, on a formé des gens qui étaient au chômage, ok, c'est bien, d'un point de vue social, mais attention, derrière il y a les serrages. Il y a les serrages de câbles. Et sachez que un serrage un peu faible, si on ne serre pas à fond le câble, on arrive à des dégagements de chaleur d'environ 12 watts. Hein, Jean-Claude, 12 watts. Ouais. C'est-à-dire que moi, mon fer à souder, à 12 watts, il fait fondre le plastique. Attends, on finit 2 secondes là. Il peut y avoir des risques de coupure commandés pour délestage par Enedis pour ses besoins propres. Il coupe. En principe, il est censé voir, puisque tout est recueilli au point de vue informatique, qu'en ce moment, vous consommez tant. Mais en fait, si c'est fait assez sauvagement, la coupure peut arriver à un instant où va démarrer, par exemple, au hasard, une pompe à chaleur. Et vous savez que quand une pompe à chaleur démarre, c'est un véritable court-circuit électrique. Ça monte en ampérage sur très peu de temps. Hein. Et à ce moment-là, si vous voulez, il peut y avoir une étincelle dans le dispositif de coupure. Et on a regardé, parce que ça a été démonté de très près, ce dispositif de coupure, il est dans une boîte scellée. Cette boîte est également dans une autre boîte, et cette autre boîte est dans le Linky. C'est-à-dire quand vous le démontez, il y a trois choses à voir. À combien monte la température dans un truc aussi confiné s'il y a une étincelle et qu'elle n'est pas soufflée? Normalement, en électricité de fort courant, on doit souffler l'étincelle. Il y a des dispositifs prévus pour ça. Nous, de ce qu'on a pu voir sur ce Linky à poil, c'est qu'il n'y a pas de dispositif particulier de soufflage. Donc, vous voyez, au point de vue normatif, on se pose des questions tout le long, quoi. Donc, les Linky qui ont cramé, est-ce que c'est pas arrivé au moment d'une coupure programmée? Qu'elle soit programmée par Linky lui-même, qui voit qu'on dépasse le courant lié à son abonnement, ou par un besoin en délestage. Donc, vous voyez, c'est des questions. Hein. Ou simplement la qualité de la fabrication, car vous allez voir, ces Linky sont fabriqués par 6 constructeurs. Que Sagecom, ça c'est français. Le suivant c'est suisse, le troisième c'est allemand. Ziv France, donc ces succursales de montage sont à Dubaï, Singapour et Bangalore. Ok. Cahors France, idem, il faut monter ça au Sénégal, en Inde et en Corée du Sud. Quant à Itron, c'est aux USA. Voilà. Donc c'est pour ça que la qualité des composants est importante. Et certains n'hésitent certainement pas, pour faire du bénéfice, à prendre des composants bas de gamme qu'on trouve chez les Chinois. Hein. Alors on l'a observé sur des photos. On a vu notamment des condensateurs chimiques.
qui sont des trucs bas de gamme, quoi. Or, les premiers trucs qui peuvent se dégrader dans le temps, c'est les condensateurs chimiques. Donc, si vous voulez, au point de vue encore normatif industriel, on peut se poser des questions. Le compteur est dit intelligent. Alors, il y a des gens à un moment qui se sont demandé s'il n'y avait pas une caméra intégrée. Donc, ça, c'est du baratin, c'est de l'intox. Hein. Donc, il y a un témoin avec une petite fibre optique qui le ramène en face avant, qui montre, disons, l'activité générale du compteur. Hein. Donc, si vous avez moins de choses, donc ça va clignoter plus lentement. Et si vous avez plein de choses, bon, je caricature un peu, ça va clignoter vite. C'est pas une caméra. Hein. Donc, c'est ce que vous avez sur les compteurs actuellement. Hein. C'est-à-dire que plus ça consomme, plus l'intensité augmente et plus la LED clignote vite. Hein. Donc, ce que vous trouvez, comme dit Patrice, c'est un report de la LED, tout simplement. Donc, c'est un objet qui est connecté, comme on dit maintenant, hein, puisqu'il y en a de plus en plus. Hein, c'est la technologie qui veut ça. Connecté au réseau, soit par les ondes de type radio, soit par le filaire, soit par un mixte des deux, ce qui est le cas pour le Linky. Donc on a, disons, un réseau qui est utilisé, on a un serveur de base de données qui va dans un point national. Et après qui est éventuellement d'ailleurs rediffusé aux fournisseurs dans le cas présent. Donc, outre la fonction d'EDF qui était producteur d'électricité, on se trouve maintenant dans une fonction qui est aussi transmission de données, un peu télécommunicant. Il a changé, on a regardé les statuts, ils ont changé pour être autorisés, je dirais, comme les télécommunicants Bouygues, Orange, etc. Donc, au point de vue de la loi, ils sont bien en accord avec ça. Donc, tout ça pour la fonction, au départ, de télécomptage de votre compteur, hein, votre relevé de consommation. Donc, il dispose de toutes les capacités informatiques et d'autres fonctionnalités. Donc, effectivement, il y a moyen de voir vos profils d'usagers. On parle beaucoup du big data. Donc, c'est les données profondes dont sont friands pas mal de fabricants de produits pour savoir quels sont vos profils d'usage de consommateurs. D'accord ? Et ça se revend. Linky, le fameux compteur intelligent d'Enedis, fait encore parler de lui. Alors que de nombreuses associations s'opposent à son installation en faisant valoir des risques potentiels pour la santé, c'est désormais un autre problème qui est pointé du doigt. Élise Blaise. Le compteur Linky nocif peut-être, mais lucratif sûrement. C'est en tout cas ce qu'affirment de plus en plus de voix en France, alors que l'installation du fameux compteur intelligent se poursuit. Mardi, 120 personnes se sont rendues au tribunal de Paris pour demander des mesures conservatoires contre les compteurs Linky. Après de nombreux échecs d'action collective, les deux avocats des requérants pensent avoir en main de quoi avancer vers une jurisprudence en faveur des consommateurs. En 2017, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, recommandait l'installation de filtres contre les signaux émis à cause du courant porteur en ligne, le CPL, utilisé par les compteurs Linky pour transmettre les informations. Pour autant, cette fois, ce ne sont pas les risques possibles pour la santé qui sont mis en avant. En effet, le point soulevé par les avocats concerne désormais la sécurité des données des utilisateurs. Selon un document d'Enedis, l'entreprise est en passe de devenir un courtier en information, comprendre un nouvel acteur du big data. Rien d'étonnant puisque selon les projections de la filiale d'EDF, si 35 millions de compteurs sont installés en France, ils devraient recueillir pas moins de 1800 milliards de données chaque année grâce à des mesures effectuées toutes les 10 minutes. Enedis aurait d'ailleurs déjà fait valoir ses perspectives auprès d'investisseurs potentiels. En effet, quelle aubaine pour les entreprises de pouvoir connaître les moindres petites habitudes de consommateurs potentiels. Déjà en mars 2018, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, avait jugé particulièrement intrusive la collecte de données faite par ces compteurs, à plus forte raison que les données relevaient de la vie privée et que les utilisateurs n'avaient pas donné leur accord. Une recommandation de la CNIL un peu à contre-courant puisque les compteurs avaient déjà commencé à être installés et que le patron d'Enedis ERDF avait tranquillement affirmé dès début 2016 qu'il fallait compter son entreprise parmi les opérateurs du big data. De quoi vous rappeler, si vous l'aviez oublié, que quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. Alors, ce qui compte, c'est pas essentiellement que Monsieur Dupont consomme de telle heure à telle heure, c'est que dans toutes les tranches d'âge de Monsieur Dupont, qui ont par exemple telle famille de prénoms, enfin je dis n'importe quoi, hein, qui travaillent, je sais pas, dans la fonction publique, parce qu'ils arrivent toujours à savoir, hein, ça en recoupant des tas de bases de données, eh bien on a toujours ce type d'usage.
Et donc après, quand on vend des données, on peut à la limite les vendre anonymes au départ. Ce qui intéresse les gens du marketing, c'est de voir ces profils pour après les attaquer directement pour leur proposer des ventes de tel truc ou tel truc. Donc il faut bien voir que le big data, c'est pas forcément vous, en tant que personne, intuité personnée, qui est intéressant, c'est plutôt dans votre environnement, dans votre contexte culturel, etc. Et ça se vend depuis longtemps, hein. Bon, les télécoms le faisaient, il suffisait d'être liste rouge, par exemple, pour ne plus apparaître à l'annuaire, par exemple. J'ai eu un fournisseur qui m'a téléphoné, je ne vous donnerai pas son nom, qui m'a dit, Monsieur Blondet, voilà, vous consommez en moyenne temps. J'ai dit, mais vous savez ça comment? Ah ben, on a ça par Enedis. Voilà. Alors, ce big data, si vous voulez, à travers ce compteur, donc on le sait quand même, hein, vous pouvez refuser le Linky, contrairement à ce qui est dit. Au début, ils ont fait un forcing en nous citant l'Europe. C'est pas vrai. L'Europe a pris des dispositions. Il faut des traductions au point de vue souveraineté dans le national. Et après, le national prend ses décisions. D'accord? Il a sa souveraineté pour voir ce qu'on en fait. Et pour l'instant, si vous voulez, la législation française ne dit pas qu'il faut vous imposer un Linky. Vous avez le droit de le refuser. Ça a été redébattu à l'Assemblée nationale. Mais ils font le forcing, et surtout les sous-traitants, qui, eux, le droit, en fait, ils s'en foutent. Ce qu'il faut, c'est qu'ils mettent le plus de Linky possible par jour. Ils ont même des primes suivant le nombre de Linky qu'ils posent. Donc, eux, c'est direct. On a vu, par exemple, un cas à Ploua, où il y a eu une espèce de bagarre entre l'usager et le sous-traitant. Ça s'est fini le nez dans la pelouse, si je puis dire. Et l'usager a porté plainte et il a gagné et a été dédommagé. Et le sous-traitant a été recadré, on va dire, hein, parce que ses moyens de persuasion étaient trop forts. Alors, à bout d'un moment, Enedis a vu la chose suivante, c'était que finalement, il perdait du temps à débattre avec des gens qui n'en voulaient pas. Donc, il y a eu une circulaire, on a vu tout ça, hein, qui a dit, bon, maintenant, vous notez qu'il n'en veut pas, vous passez au suivant. Nous, on veut faire du débit, on fonce. On verra quand on en sera à la fin, dans les années 2020-2021. Peut-être qu'on aura réussi à faire évoluer la loi pour faire le forcing. Peut-être pas, mais on avisera à ce moment-là. Pour l'instant, vous déployez à fond avec les gens qui font pas d'histoire. Donc c'est pour ça qu'on vous dira tout à l'heure dans les mesures qu'il faut écrire que vous en voulez pas. En lettre recommandée, copie au maire. Alors pour la loi européenne, il est bien précisé qu'il doit être proposer aux consommateurs des systèmes qui leur permettent de suivre leur consommation. Mais proposer, c'est pas imposer. Hein. Oui. Il y a des avocats dans la loi de transition énergétique, nulle part, et ça on l'a regardé 10 fois, 100 fois, et c'est épais, il n'y a aucune phrase qui dit c'est obligatoire. Voilà. Ça, c'est clair. Et là, j'ai dans ma poche le résultat du tribunal administratif d'Orléans pour une commune, et qui donne raison à la commune qui dit non, les gens peuvent choisir. Ils peuvent choisir pour justement éviter l'exploitation de leurs données personnelles. Donc on arrive dans informatique et liberté là. Voilà. On aura d'ailleurs quelque chose à raconter sur les logos de la CNIL après. Hein. Ce compteur, en fait, il n'est pas homologué de l'Union européenne. Le précédent, là, le blanc moderne, là, le dernier avant Linky, ça voulait dire qu'il pouvait être vendu dans tous les pays européens. Le Linky, lui, il est vendu qu'en France. Alors, il y a des systèmes, entre guillemets, équivalents ailleurs. Hein. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera des autres pays. Mais donc, voilà, c'est une norme qui s'appelle MID. Hein. Il n'a pas la norme. Donc, il ne peut pas être vendu ailleurs qu'en France. C'est quand même un peu gênant pour un grand industriel, quand même, comme EDF et Enedis, quoi, et sa filiale Enedis. Donc ça, le but, c'était l'harmonisation des normes, hein, puisqu'on gueule toujours qu'il y a trop de normes. Donc on essaye d'harmoniser les normes entre pays au moins de l'Europe. Voilà. Alors, est-ce qu'on est des cobayes? Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, vu le nombre d'incidents et d'accidents, c'est pas possible que ce truc-là ait été parfaitement testé conformément aux règles en vigueur. Ça, c'est pas possible. Il y a un loup quelque part. Alors, le télécomptage est censé permettre le contrôle de vos factures. D'accord? Puisque vous avez un espace privé sur Internet. Si vous l'ouvrez, vous n'êtes pas obligé. Hein.
À ce moment-là, vous seriez censé vérifier, à la limite tous les jours, ce que disait Philippe, ce que personne ne fait en règle générale, où vous en êtes dans vos consommations. Sans intervention humaine. D'accord ? Pour EDF surtout. Hein. Donc c'est un espion quand même au service d'Enedis, parce que qui garantit cette confidentialité ? Est-ce qu'on en est sûr qu'il n'y a que Enedis qui sait et qui passe le strict minimum, comme il est mis dans les conditions générales? À la fin, vous avez vu, il y a une annexe pour les fournisseurs. Si vous la lisez, alors c'est du droit, donc c'est chiant, donc les gens ne lisent pas en général. Nous, on a tout lu avec beaucoup d'applications. Hein. Voilà, on ne sait pas vraiment, quoi. Et puis les fournisseurs, de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. Voilà. Alors, le gâteau que vise EDF, en fait, hein, et sa filiale Enedis, c'est la domotique connectée. Parce qu'ils se rendent compte que la production, ça rapporte plus assez. Il n'y a pas assez de marge. Vous savez qu'il y a de la concurrence à la production, y compris avec l'éolien, y compris avec les cellules photovoltaïques, par exemple, la biomasse, etc. Il commence à y avoir une concurrence sérieuse. Vous savez qu'au niveau du nucléaire, les prix d'électricité d'origine nucléaire sont en train de se casser la gueule, puisqu'il y a une bourse internationale pour faire de la vente et de l'achat d'électricité en quantité. C'est pour ça qu'il y a d'autres concurrents en production, mais qui ont beaucoup de mal en France, parce que de toute façon, au bout du compte, ils sont obligés de passer par Enedis pour la distribution. Donc là, il y a un monopole de la distribution. Alors bon, EDF est quand même une ancienne société publique, hein. C'est pas totalement anormal, mais on l'accepterait volontiers si c'était vraiment un service public qui devenait pas un service complètement commercial, faisant des prestations de services. Or, on va vers les prestations de services à travers, justement, la vente de domotique connectée. Qu'est-ce qui vise quand on regarde, nous, les générations de protocoles qui sont en test actuellement? C'est qu'ils visent de transférer par le courant porteur en ligne, qu'on a vu au début, des images. D'accord ? Donc des images, ça bouffe beaucoup plus de données, bien sûr, hein. Vous le savez, ça, les photos, ça devient assez lourd sur Internet. Hein. Donc voilà, c'est ça qu'ils visent. Alors s'ils ont aussi le monopole de la domotique connectée, ça va faire mal. Il y a un paquet de petits artisans qui installent de la domotique. Hein. Donc qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens-là? Parce que les autres, ils vont pouvoir faire des prix. C'est forcé. Hein. Et surtout la transmission de la sécurité des habitations. Les gens qui ont des systèmes d'alarme, de caméras, etc., qui peuvent regarder, vous savez, sur leur téléphone, là. Bon, c'est ce que disait Patrice, c'est que EDF veut récupérer ce marché. Alors, sur le côté, disons, espionnage, ingérence, bon, vous savez qu'on est dans une société où on est de plus en plus traqué. Ça commence par la carte bancaire, on sait où vous allez, on sait que vous avez payé ça à telle heure, etc. De plus en plus. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu d'abus qui ont explosé, donc les gens regardent pas trop ça. Mais si ça prend de plus en plus une amplitude forte, les gens vont regarder. Or, c'est ce qui se passe. Les voitures maintenant intelligentes sont connectées. Elles ont des puces. Si vous tombez en panne, on sait immédiatement, au point de vue position GPS, où elle est, quoi. D'accord ? Ça peut même être maintenant un service qui vous accompagne, de savoir si vous tombez en panne où vous êtes, pour venir vous aider, quoi. Il y a des montres connectées maintenant, de plus en plus. Hein. Bon, ça, c'est le choix de chacun, je dirais. Quand on a le droit de choisir, ça va. Mais si on vous l'impose, ça va plus, quoi. Bon, piratage électronique, revente de données, oui, on en a parlé tout à l'heure. Je peux faire une petite parenthèse. Ouais. Parce qu'il faut bien se mettre devant les faits. Vous achetez une montre connectée, vous achetez un ordinateur, vous achetez un téléphone qui dit papa-maman. Ok, vous avez un GPS, la demoiselle est très bien au haut-parleur. Mais vous l'avez acheté en toute connaissance de cause. Vous savez que vous serez suivi, traqué, enregistré. Là, le compteur Linky qu'ils appellent compteur communicant pour ne pas avoir de problème avec la loi. Parce qu'en fin de compte, c'est un compteur connecté, comme dit Patrice. Là, on vous impose, on nous impose. Le reste, vous l'avez choisi, le compteur, on ne le choisit pas. On nous impose un objet connecté. Et ça, c'est interdit par le Code de la consommation. C'est pour ça que dans vos imprimés qu'on reçoit,
vous voyez toujours compteur communicant. Hein, il joue sur les mots, comme ça personne ne peut aller au tribunal. Alors bon, donc ingérence de plus en plus. Hein. L'anecdote de la CNIL, vous avez sans doute peut-être reçu à un moment un courrier d'Enedis qui avait une lettre circulaire jointe en tête du logo de la CNIL. Donc quand on regardait ça, ça faisait très très sérieux. Bon, nous on a un œil un peu aguerri et peut-être un peu vicieux. On regarde si en bas de la page il y avait le SIRET, les coordonnées de la boîte, etc. On les voit pas. Donc moi je me souviens, j'appelle Philippe et je lui dis ça. T'as vu? Alors il me dit oui, j'appelle la CNIL. Vas-y, continue pour que je te vole pas. J'ai appelé la CNIL. J'ai dit écoutez, bonjour madame, parce que je suis poli. J'ai dit voilà, je reçois une lettre de Enedis et ils m'ont mis une pièce jointe avec le logo CNIL et dans le texte, on fait l'apologie du compteur Linky. Alors, est-ce que c'est le texte de la CNIL? Et la dame, donc, elle m'a passé tout de suite le juriste. Il m'a dit vous êtes des centaines à nous téléphoner. Non, ce texte-là n'est pas de la CNIL. Donc, il y avait tromperie. Mais, et c'est ça qui me fait bondir un petit peu, le monsieur m'a dit, écoutez, le 30 octobre, Enedis s'est engagé à ne plus mettre cet imprimé. C'est-à-dire que la CNIL, en fin de compte, c'est un peu comme la Cour des comptes, ils constatent, mais ils ne vont pas plus loin. Alors c'est pour ça qu'on fait le rapprochement avec ce que disait Patrice, la confidentialité. Si vous, ensuite, vous allez vous plaindre, il faudra le prouver qu'on a utilisé votre enregistrement. Si vous faites ça, c'est-à-dire que vous piquez un logo sur Internet, ce qui est très facile à faire, hein, vous faites une belle lettre circulaire avec ce logo, si vous êtes découvert, vous allez être accusé au pénal de abus de confiance, escroquerie, usage de faux documents, etc. Et vous irez au tribunal et vous serez condamné. Mais quand c'est Enedis, rien ne se passe. Et la CNIL, qui est quand même censée être exemplaire sur ce genre de truc, hein, tous les deux, on a eu des formations par Ben Soussan, c'est un avocat, chacun dans nos spécialités, si je puis dire. Hein. C'est l'avocat qui a aidé à créer la CNIL au départ. Voilà. Donc, si vous voulez, on est quand même censé connaître un petit peu ce qu'il y a dans les règles de la CNIL. Quand on voit ça, on est effaré. Qu'est-ce qu'ils foutent, bon sang? Pourquoi ils mettent pas une amende tout de suite à Enedis? Parce que c'est de l'abus de confiance. Hein. Vous, comme moi, quand vous voyez CNIL, bah, vous dites a priori c'est sérieux, quoi. Bon, ben voilà, non. Erreur de données de consommation, alors ça on va y revenir parce que en plus il y a des gens qui sont impactés aussi. Ça entraîne des surcoûts. Donc là, il y a plein d'arguments qu'on pourra expliquer qui sont souvent très techniques. Dégradation d'équipements et sécurité incendie. Oui. Donc voilà, c'est triste ça. Hein. C'est quelque chose de bien réel. Hein. J'insiste pas. Ouais. Vous trouverez toutes les photos sur le blog. Oui. Avec blog de Jean-Claude, etc. Nature, et d'autres. On a fait des photos avant, pendant, après, etc. Et vous verrez aussi nos conclusions là-dessus. Alors il y a la polémique, ça fait un moment, hein, maintenant ça se tasse un peu, sur à qui appartient le compteur. Alors ça c'est intéressant de bien regarder. Alors au départ, en fait, ça appartenait aux communes, d'accord, qui ont fait en fait une espèce de délégation de compétences au SDE, Service départemental de l'électricité. Donc ça veut dire que c'était eux qui entretenaient, signalaient, aidaient à comprendre, faisaient les appels d'offres, les cahiers des charges, etc. Mais délégation de compétences, c'est une forme de délégation d'une prestation. C'est pas pour autant le patrimoine, d'accord? Regardez l'histoire des autoroutes, par exemple. Hein. Finalement, on a tout délégué. Hein. Et puis, on s'est aperçu, il n'y a pas très longtemps, que par une discussion à l'Assemblée, encore une discussion à minuit où il y a 5 personnes, ils avaient finalement délégué le patrimoine à Enedis. Donc maintenant, les compteurs appartiennent à Enedis. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les bornes blanches là, vous savez, en fait, vous les payez au départ. Quand vous payez votre raccordement, vous achetez votre borne. Par contre, le contenu dedans, dont par exemple le compteur, hein, ça peut être aussi le disjoncteur général, ne vous appartiennent pas. Donc en droit, c'est pas évident comme partage. Hein. Je vous dis ça parce que moi, j'ai barricadé, on va voir tout à l'heure, hein, ma borne.
ils m'ont menacé par 2 fois avec mise en demeure de me traîner au tribunal. J'ai dit, allez-y quand vous voulez. J'ai plus d'emmerde. Hein. Alors, donc ça, on l'a dit, ça. On a dit le chiffre aussi. On ne vous a pas transmis, pour vous mettre le Linky, d'avenant à votre contrat d'origine. On vous a envoyé à lire des conditions générales nouvelles, mais en droit commercial, il n'y a rien de tacite. D'accord ? C'est pas parce que j'ai lu les conditions générales que je les ai acceptées. Il faut normalement signer un avenant explicite. Donc là, c'est des manquements que l'on tolère à une grande société nationale. C'est quand même inacceptable, ce genre de choses. Hein. Alors après, on tente de vous dire abusivement que l'acceptation de la fourniture, surtout quand ils vous la collent d'office, vaut acceptation des conditions générales. Alors qu'il y a des gens qui, en rentrant chez eux, ont découvert qu'ils avaient un Linky. Contre leur gré, si je puis dire. Hein. Donc ça, c'est abus de droit du consommateur. Alors si vous voulez, c'est intéressant de parler d'abus de droit du consommateur en droit. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est le seul code qui permet de faire ce que les Américains appellent des class actions. C'est-à-dire qu'on peut faire des attaques groupées au tribunal. C'est seulement quand c'est afférent au code de la consommation. Pour les autres codes, non, c'est pas possible de faire ce genre de truc. Alors on y reviendra aussi parce que, suivant vos questions, ça permet aussi à certains avocats d'abuser. C'est-à-dire qu'ils vous proposent de faire des class actions, mais en fait, on s'aperçoit qu'ils font la même attaque pour tout le monde, mais qu'ils font payer autant de fois l'attaque multiplié par le nombre. Il n'y a pas de réduction afférente, quoi, si je puis dire. Hein. Il y a une grande spécialiste qui a été ministre qui s'amuse aussi à ce jeu-là. Hein. Alors, si ce n'est pas votre souhait, alors ça, je vais te laisser le dire parce que tu as eu une expérience intéressante quand ils viennent chez toi, là. Tu peux peut-être raconter. Oui, alors, ils sont venus chez moi. Le jeune gars est venu. J'ai dit, écoutez, monsieur, c'est gentil, mais j'ai pas reçu votre courrier me prévenant que vous passez. Ah bon, je vais l'écrire. Alors, il écrit sur son imbrique électronique, là, connecté. Et puis, je téléphone à Caudran, donc à Morbihan. C'est là où vous avez le système de déploiement Linky, et c'est là. Et la dame, elle fait « Ah, mais de toute façon, vous l'avez refusé. » Je dis « Non, madame, j'attends le papier. » Alors, elle m'a envoyé le papier, mais c'était pas le bon papier. Donc, elle m'écrivait qu'ils étaient très sensibles à mes préoccupations. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit « J'ai aucune préoccupation. » Ensuite, ça s'est passé. De toute façon, comme Patrice, je dois être souligné au rouge et souligné en jaune. Les emmerdeurs. Les emmerdeurs. Et un mois et demi à peu près, un autre de chez Solution 30 qui se pointe. « Bonjour monsieur, je viens poser le compteur. » Je dis « Attendez, j'ai écrit. Je refuse ce compteur. J'ai posé 4 questions sur ma première lettre et j'ai toujours pas de réponse écrite. » Ah oui, mais vous savez, nous, Solution 30, on n'a pas trop de liaison avec Enedis. Pas de chance, je lui dis, j'ai écrit à Puteaux, à votre centrale. Donc comme quoi, c'est un peu n'importe quoi. Ces gens-là, ils font le forcing. Alors un peu moins, c'est ce qu'on a noté depuis quelques 6 mois, un peu moins, ils sont moins rentre-dedans. Quelqu'un qui dit j'en veux pas, ils s'en vont. Okay. Comme disait Patrice, il faut qu'ils déploient, Donc les quelques zigotos là qui en veulent pas, on les passe, on verra après. Oui. Alors il y a quand même du harcèlement. Certains d'entre vous l'ont peut-être subi, c'est-à-dire qu'ensuite ils lancent des robots d'appel téléphonique. Et alors, les gens qui ont des systèmes de protection, ils capturent le numéro et ils mettent opposition à ce numéro, d'accord ? Tout le monde n'a pas ce système-là, d'abord. Et ensuite, ils ont à leur service une dizaine de numéros comme ça par les robots. C'est-à-dire que le robot va réessayer derrière. Donc, alors, ils essayent votre mobile quand ils l'ont. Ils essayent votre fixe, etc. Espérant vous faire craquer. Il y a des gens qui craquent à la fin, hein, mais je dirais, il ne faut pas craquer. Alors, c'est vrai que c'est casse-pied parce que ça sonne, quoi.
donc il y a pas mal de collectifs qui s'opposent, qui proposent des actions. Donc il y en a qui sont allés au tribunal sur la propriété des compteurs. Ça passe pas toujours. Il faut voir pot de fer contre pot de terre. Objet connecté imposé, ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors que non. Alors maintenant c'est assez clair puisque les députés ont dit c'est niet. Voilà. On n'a pas trouvé pour l'instant, mais on n'a pas beaucoup cherché. Moi j'ai pas beaucoup cherché d'avoir le rapport le compte rendu de ce débat à l'Assemblée. Parce que là, ce serait le truc le plus béton, pour le dire. Bon, le principe de précaution, normalement, là, on a vu que sur le compteur Linky, il y a quand même pas mal de points sur lesquels on a des doutes, que ce soit des points techniques, des points médicaux, des points fiscaux, etc. Donc, normalement, le principe de précaution qui est dans la Constitution maintenant, vous le savez, il dit quoi? Il dit que quand l'état de l'art ne permet pas clairement de trancher, le principe de précaution s'applique. C'est la défense, je dirais, des humains en principe. On a vu plein de domaines. Si vous vous souvenez du sable à Trébernin, puisqu'on s'est occupé de ça aussi, c'est pareil, on a levé des lièvres où il y avait des choses qui n'étaient pas démontrées, et c'est pas passé à l'époque, puisque c'est le Conseil d'État qui nous a déboutés. Donc voilà, la responsabilité civile d'EDF, enfin d'Enedis, c'est pareil. Ils ont pas ils sont leurs propres assureurs, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même eu des morts dans l'histoire d'Enedis et de ce compteur. Moi j'ai souvenir par exemple d'un des premiers qui était à Laxous, et Laxous c'est une banlieue de Nancy, où la personne qui a découvert son Linky qui crachait est décédée. Alors on ne sait pas si c'est l'intox des fumées ou si c'est qu'elle était cardiaque. Voilà, ça on ne sait pas. Là il faudrait une enquête et on tombe à ce moment-là dans le panneau de si on commence à demander une enquête pénale, votre assureur va tout lâcher. D'accord? Il va dire, moi j'attends les conclusions. Alors quand les preuves disparaissent, c'est difficile d'avoir des conclusions. Donc normalement, quand on applique le principe de précaution, la phase transitoire, c'est une demande de moratoire. On dit, ben voilà, arrêtez d'installer jusqu'à ce qu'on sache, quoi, en gros. Et donc la recherche, les experts, tout ce qu'on veut, doivent se pencher sur le berceau pour dire de quoi le bébé est malade, quoi. Entre parenthèses, on vous l'a pas dit, mais on a réussi à trouver des fiches de fabricants, un fabricant suisse qui a été cité tout à l'heure, qui explique le défaut initial de conception du Linky. Aux États-Unis, j'en profite pour dire ce qu'on disait tout à l'heure, aux États-Unis, par exemple, en Californie, ils en ont démonté 350 000. Parce que les gens se sont rebellés, et là-bas, ils ont la gâchette assez facile, quoi. C'est parce que ça s'est passé à coup de fusil. Ça a démarré comme ça. Au Canada, côte ouest, Ontario, je crois, ils ont démonté 105 000 compteurs Linky. En Allemagne, ils ont arrêté les déploiements. Oui, Mme Merkel a dit non. Tout ce qui est privé, c'est non. En revanche, vous le proposez aux industries. Mais il y a bien longtemps que les industries, et certains d'entre vous le savent, il y a bien longtemps que les industries suivent leur consommation à la minute. D'accord? Il y a des gens payés pour ça dans les boîtes. Dans certains pays où on a débarqué les compteurs type Linky, c'est pas des Linky en Californie ou au Canada, c'est parce que les gens supportaient plus pour des tas de raisons. Il y en avait d'autres qui avaient des défauts de connectique aussi en plus, qui provoquaient des incidents, ce qu'on a dit un peu tout à l'heure sur les relais et la poussière. Et à ce moment-là, la pression populaire a fait qu'ils ont été démontés. Ça n'a pas été spontané, si vous voulez. Et donc, ils ont remis des anciens compteurs qui ne provoquent pas tous ces emmerdements-là, quoi. On peut, d'ailleurs, si vous étiez intéressé vous-même pour monter une surveillance de votre compteur, il y a des dispositifs qui sont en vente ouverte. Et sans intervention, on n'ouvre pas le compteur. D'accord? Avec même des systèmes Wi-Fi, alors c'est encore d'autres ondes, pour envoyer sur votre ordinateur chez vous, quoi, automatiquement, même si vous n'êtes pas là, quoi, et que vous pouvez consulter, par exemple, sur votre smartphone. Donc tout existe, je veux dire. Ils ont réinventé. Ce qu'ils ont inventé, c'est quasiment plus mal. La Cour des comptes a dénoncé la manip du financement. On s'aperçoit, si vous voulez, hier j'étais au Télégramme, j'en ai discuté avec le journaliste, quand il y a un incendie, par exemple, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une forte investigation. Ben si,
parce que si on doit faire une enquête terrain, avec l'accord du propriétaire, bien sûr, mais nous, on en a vu qui sont d'accord, qui même montaient la colline avec le fusil à la main, quoi. Moi, je vous dis, nous, en tant qu'association, on fait attention, parce que si on veut qu'il ait son chèque, il ne faut pas non plus trop soulever les choses. Mais un journaliste complètement intègre, qui n'est pas bloqué par son rédacteur en chef, c'est ce que m'a dit le journaliste encarté, enfin une carte de journaliste du télégramme que j'ai vu, il m'a dit la chose suivante. Vous me donnez les coordonnées d'un maire qui a fait un arrêté municipal interdisant l'installation du Linky. Alors vous savez qu'il y en a à peu près 800 en France qui l'ont fait. On va chercher, il me semble en avoir vu un dans le Trégor, mais je ne me souviens plus, mais on va le trouver. Et à ce moment-là, il m'a dit, moi, si j'ai des preuves avérées, je monte au créneau. Et ma hiérarchie me suivra. Parce qu'il faut qu'il y ait une enquête quand même forte. Alors, bon, on a discuté avec les pompiers, tu peux dire ce qui t'a été dit? Oui, donc on a écrit à Saint-Brieuc pour savoir si les incendies d'origine électrique étaient liés au compteur Linky. Alors là, la réponse, elle est très claire. Eux, ils classent les incendies en incendie origine électrique, incendie origine gaz, accident de la route, etc. C'est-à-dire que là-dedans, ils ne font pas le distinguo. Par exemple, accident de la route entre un vélo et une voiture. Bon, dans leur PV, ils vont marquer il y a une voiture, etc. Mais ils ne vont pas préciser que le vélo est un vélo électrique. D'accord ? Et comme il m'a dit, les incendies électriques d'origine électrique, oui, il y en aura de plus en plus à cause des compteurs Linky, puisqu'il y a de plus en plus de compteurs Linky. C'est évident. Donc, j'ai eu le commandant là au téléphone, charmant, très bien. Il va nous faire une réponse écrite de toute façon, puisqu'ils n'ont rien à cacher. Mais donc, eux ne précisent pas si c'est le Linky. D'ailleurs, comme il m'a dit, on appelle Enedis. Enedis coupe souvent le transformateur, etc., pour que les personnels, les pompiers puissent travailler en sécurité. C'est normal. Et ensuite, ce qu'ils font, ce qu'ils ramassent, ça ne nous regarde pas. Bon, voilà pour les pompiers. Et c'est normal, quelque part. Les élus, ils sont assez ennuyés avec cette affaire-là, parce que organiser, on avait demandé, nous, à plusieurs maires, organiser un débat, voilà, vous voyez bien que nous, quelque part, on est quand même assez opposés, quoi. On ne peut pas dire qu'on soit d'une neutralité affolante. Donc voilà, qui doivent inviter? Alors, ils vont peut-être inviter le SDE. Le SDE vient de perdre la propriété, enfin, ce qu'ils croyaient être la propriété. Seront-ils très motivés? Vont-ils s'opposer au maire ou pas? On n'en sait rien. Donc, ils préfèrent ne rien faire. C'est la solution, si vous voulez, paresseuse, la légitime, quelque part, la plus facile. Mais on pourrait se dire, à partir du moment où, quand même, ça porte sur les biens et les personnes, il est du devoir d'un maire d'en savoir un peu plus. D'accord? Moi, ça me semble évident. Quand il y a des inondations, alors des fois c'est emmerdant parce que ça porte sur la délivrance de permis de construire, on essaye d'enquêter pour qu'au moins ça se reproduise plus. C'est ça le but. Alors le problème qu'on a aussi, c'est que il est très difficile d'inventorier au national l'ensemble des incidents et accidents. Le seul qui est bien placé pour le savoir, c'est forcément Enedis. Et même si c'est 2 décimales après le zéro, le taux d'accident, on peut dire, bon, c'est rien par rapport à une guerre, par exemple, c'est rien du tout. Mais quand on regarde par rapport à 35 millions, même à la 2e décimale, c'est pas rien du tout. C'est milliers. On est en milliers à ce moment-là. Donc il faudrait quand même que ça bouge. Maintenant, qui va demander? Qui va demander ça? En ce moment, c'est sûrement pas l'exécutif du gouvernement. Il a assez d'emmerdes par ailleurs. Oui, de toute façon. Quand il y a des incendies de maison, comme on dit souvent, ce sont des familles à la rue, ce sont des souvenirs qui disparaissent. Et là, pour Toulouse, les 2 incendies de Toulouse, Enedis a répondu « Ah ben oui, c'est vrai que sur quelques milliers de compteurs, quelquefois, on a des problèmes. » Il manque pas d'air. Il y a 2 familles qui sont dehors. Ouais. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Donc il y a un certain nombre de maires qui se sont officiellement opposés, des courageux. Maintenant, il y en a dans les 800. Il y a des bandes, des vidéos qui ont été faites, qu'on peut voir.
Il y a des maires très courageux qui l'ont fait en toute neutralité et indépendance, en disant voilà ce que j'ai fait. J'ai convoqué le directeur d'Enedis, hein, c'est le cas par exemple de Beauvel, hein, Voisier. Alors oui. ça Voisier, vous tapez Voisier, c'est une petite commune, c'est une commune de moyenne, un peu comme Trébeurdin, à côté de Valenciennes. Allez voir sa vidéo, et en plus le maire il a des grosses, parce que il a mis sa vidéo sur le site de la mairie carrément. Mes chers amis, vous avez été très nombreux et nombreuses à me faire part de votre satisfaction du contenu de ma dernière vidéo concernant les compteurs Linky. Depuis, je ne suis pas resté inactif. J'ai bien entendu vos remarques sur les pressions dont vous faites l'objet au téléphone ou directement chez vous pour qu'on vous impose le compteur Linky. On vous menace même et on vous dit, vous allez voir, vous allez être mis au tribunal, vous allez devoir payer les frais de tribunaux, vous allez devoir payer une amende, vous allez devoir payer les frais d'avocat, et si tout ça ne suffit pas, on vous annonce également que si on n'arrive pas à vous imposer le compteur Linky, alors là, vous allez devoir mensuellement payer un relevé qui pourrait aller entre 25 et 40 euros par mois. On annonce également que très rapidement derrière, on va vous imposer quand même l'installation du compteur Linky, et qu'à cette époque, quand on vous l'imposera, on vous obligera à payer les frais d'installation qui se monteraient entre 1000 et 2000 euros. Je trouve ça, je vous l'ai dit, particulièrement scandaleux. J'ai donc reçu, vendredi après-midi 5 octobre dans mon bureau, l'adjoint au directeur territorial d'Enedis chargé du développement du compteur Linky. Je lui ai donc posé toutes ces questions et lui ai demandé de me répondre franchement et sans détour. Il m'a donc confirmé qu'il n'y a aucune obligation pour les gens d'accepter l'implantation du compteur Linky, et que s'ils refusent, on ne peut pas les y obliger. Donc clairement, il m'a répondu ceci: non, Enedis ne mettra pas au tribunal les gens qui refusent l'installation de leur compteur. Non, ils n'auront donc pas à payer de frais de tribunaux, ni de frais d'avocat, ni d'amende sur cette question-là. Quant au relevé, il est très clair. Il nous a expliqué que c'est une commission nationale qui devait décider si oui ou non, quand le compteur pourrait devenir éventuellement obligatoire, c'est-à-dire en 2022, 2023, 2024. En fait, il ne sait pas. Il pourrait y avoir obligation d'un relevé annuel, donc une fois par an, et qui pourrait être facturé autour de 30 euros. Voilà le seul risque que vous encourez. Je crois qu'il était important que je vous donne ces informations qui vous permettront d'envoyer promener, je le dis entre guillemets, vous me comprenez, promener, les gens qui vous harcèlent, soit au téléphone ou chez vous, pour vous imposer la pose de ce compteur. Merci, je crois avoir fait ce qu'il fallait, mais je reste bien évidemment à votre disposition pour vous aider dans cette démarche. Quand vous voyez Beauvel, c'est une commune à côté de Rennes. Pareil, allez sur le site de Beauvel, sur le site de la commune, et vous verrez. Là, c'est des gens en plus sérieux, parce qu'ils se sont appuyés sur les lois avec des avocats, etc. Et ils remettent un tas de choses en question. Alors, les maires, eux, ils ont eu, je ne veux pas dire une formation, mais un débat. Enedis a défilé tous les maires, d'accord, à expliquer ce qu'ils faisaient, etc. Nous, on a demandé à nos maires de nous reproduire la même chose, quitte à demander à Enedis, s'ils n'ont pas l'expertise pour le faire, de nous le faire. Eh ben nous, en tout cas, sur la commune, par exemple, de Pleumeur-Baudou, c'est pas de réponse. C'est pas non, c'est pas de réponse. On a recommandé, on a relancé en tout 3 fois, pas de réponse. Voilà, c'est préférable de se cacher derrière son petit doigt, quoi. Donc, on a dit, ben, écoutez, si vous voulez, nous, on va faire une réunion publique. On a déjà fait pour l'affaire du golf, vous le savez. Là, on en est à de ce type-là, on en est à notre 6 ou 7e 7e, ouais. Donc on le fait, il faut qu'on soit invité pour avoir les salles. Merci à Odile. Et puis merci à d'autres citoyens qui l'ont demandé, qui sont là ce soir. Parce que nous, spontanément, on ne peut pas réserver une salle pour faire ce genre de truc. Mais ça nous paraît important quand même d'informer les citoyens. Ils font ce qu'ils veulent après. C'est leur choix personnel. Surtout, si vous écrivez « Je refuse le compteur Linky », vous n'avez pas à vous justifier. Vous dites « Je refuse », point barre. On ne l'a pas encore dit, mais on va le dire maintenant. Nous ne sommes pas des anti-Linky primaires. On recherche
le juridique, on recherche le technique. Donc, attention à tout ce qu'on peut entendre émis par certains qui ne connaissent pas trop le sujet. On parle de surconsommation. Lorsque vous avez un Linky, si vous avez une grosse différence de facture, un truc qui a augmenté très fort, tout de suite téléphonez pour que ce soit rectifié. Parce que si vous ne le faites pas, alors toute la machinerie de calcul, de mensualité, etc., c'est parti. Ce qui se passe, c'est que par rapport à l'ancien compteur, le gars de Solution 30, il peut très bien noter 46 000 à l'index au lieu de 45 000. Vous voyez, ça se passe. Donc ça, c'est un truc, c'est dans ma famille, des gens qui sont chez Enedis, ils m'ont dit, dis bien aux gens de tout de suite réagir, tout de suite téléphoner. C'est la valeur de l'index qu'il va mettre sur le Linky au départ. Hein. Alors les Linky sont à 0, hein, normalement. Ouais. Ils sont à 0, attention. Le Linky doit être à 0. Oui, si vous voyez aussi des choses, il ne faut pas hésiter à demander à un autre compteur qui sache compter. Hein, si vous voyez des différences de consommation, il ne faut pas regarder encore le coût de la facture, on en parlera de la facture, mais si vous voyez des différences de consommation et que vous n'ayez changé aucun élément électrique chez vous, il y a un buzz là. On a vu des ruptures, hein, si vous voulez, entre le compteur ancien et Enedis, des ruptures très brutales de consommation, tout d'un coup. Dans la salle, je sais qu'il y a des gens qui ont ce problème-là. Bon, et là, vous avez le numéro de téléphone 0800 054 659. C'est là où, justement, on prend contact quand il y a un souci de facturation avec un compteur Linky qui vient d'être posé. Les compteurs actuels, bon, donc comme on vous a dit, ils enregistrent des petites pointes de consommation. Avec les pompes à chaleur, comme disait Patrice, on monte très fort sur un temps très court. Dans le Linky, au niveau de la programmation informatique, c'est prévu. Mais ce n'est pas prévu assez sur un temps plus long. Donc le Linky coupe, et après, on vient vous voir en disant bah, vous devez passer au contrat supérieur. Oh là, attention. Les fils qui relient la sortie disjoncteur à votre tableau ont un certain calibre, peut-être limité à une quarantaine ou une cinquantaine d'ampères. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, passer à des contrats tout de suite supérieurs. Et donc la recommandation, ben, c'est de voir un professionnel, déjà pour qu'il puisse voir votre installation. Mais il y a une obligation, et ça ils l'ont complètement zappé. Enedis, le gars de Enedis, lorsqu'il vient changer un compteur, normalement il n'a rien à faire chez vous, donc à partir du disjoncteur. Mais il doit quand même jeter un coup d'œil en disant « Madame, monsieur, il faudrait peut-être voir un professionnel ». Et ça, ils ne le font pas. Oui, donc le Linky, bon, on l'a déjà un peu dit, on va le répéter. Le Linky, en fin de compte, coupe d'une façon informatique vis-à-vis de votre contrat. Et en fin de compte, vous ne pouvez plus dépasser, mettons, les 30 ampères si vous êtes sur 6 kVA. Ce qui fait que votre disjoncteur à côté, il n'a plus de son rôle. Il n'y a plus de rôle. Bon, il faut bien se dire que le disjoncteur, le gros disjoncteur à côté, c'est une protection de Enedis vis-à-vis de ses installations. D'accord ? C'est-à-dire que votre circuit peut très bien disjoncter sans pour cela que le disjoncteur, je vais dire EDF, hein, Enedis, disjoncte. Vous avez votre différentiel qui saute, etc. Mais ce disjoncteur de 30 ampères, là, qui est à côté, ben, il n'y a plus de rôle, en fin de compte. Il n'a plus de rôle. Ah, ça c'est un truc qu'on est en train de chercher. Je l'ai lu, Patrice, que tout appareil de comptage qui se coupe automatiquement ne doit pas posséder de réarmement automatique. Et ça, c'est un électricien, c'est M. Millot de Perros-Guirec qui me l'a dit, il a été surpris. Ça avait disjoncté, il bricole, il continue à bosser, et il s'est pris une bonne châtaigne, parce que le Linky s'est remis en contact 1 minute après. Il est intelligent, n'oublions pas. Oui, il est intelligent, ouais. C'est une borne.
Donc cette histoire de réarmement automatique, bon, ben, on est en train de chercher les textes. On va faire un petit retour technique. Qu'est-ce qu'il y a dans le Linky? Eh bien, il y a un ensemble de modules. Alors, ce sont des TIC, des télé-informations clients, c'est-à-dire que ce sont des données informatiques. On vous parle de l'enregistrement, de ce que vous faites, hein, quand vous vous levez 4 fois la nuit pour aller faire pipi, qui vous surveillent la prostate. Bon, c'est ça. Hein. Donc, déjà, modulation de chauffage électrique. Patrice en a parlé. C'est-à-dire qu'on peut très bien, vous couper, vous moduler votre alimentation chauffage électrique. Au même titre que tout ce qui est pompe à chaleur et climatisation. Pour le stockage, on ne sait pas encore comment ça fonctionne. En revanche, pour ça c'est, on peut dire qu'on va mettre ça en croix. Il existera toujours le module. Les gens qui fabriquent de l'électricité avec des panneaux, on leur met un deuxième Linky. Quand ils revendent. Quand ils revendent. Bon, c'est le cas de ma fille, dans le Nord. Elle a son Linky consommation et son Linky fournisseur. Producteur, pardon. Alors, pour les histoires de véhicules électriques. Alors, c'est à la mode, mais ça, Patrice va en parler. On nous dit, on va taxer la consommation de l'électricité pour les véhicules électriques, parce que s'ils n'utilisent plus de carburant, il n'y a plus de taxes. Hein? Bon, alors, on va analyser un petit peu ça. La fameuse ex-TIPP. Bon, on va analyser ça. Voilà. En fin de compte, les voitures électriques. Ici, le gars, il est chez lui, il se branche, et on s'aperçoit qu'il est prévu une gaine pour le câble de communication. Pour les systèmes Zoé, vous avez un bloc. Sur le bloc, vous avez 5 prises, c'est le courant. Donc il y a les 3 phases, que ceux qui ont triphasé, le neutre et la terre. Et vous avez 2 conducteurs, un qui s'appelle CP, c'est le contrôle de présence, c'est-à-dire que la personne ne peut pas démarrer avec sa voiture si elle a son câble débranché. C'est évident. Et vous en avez un qui s'appelle CL, L comme lien, comme link, si vous voulez, comme lien. Et qui permet justement de suivre les charges. Or ça ici, on a un TIC, hein, j'ai dit les TIC, la télé-information client. Donc cette recharge, bon, je dirais qu'on est à 70%, hein, un peu sûr de notre coût. Pourquoi pas utiliser ça pour taxer? Mais là, on est dans l'hypothèse. D'accord? En tout cas, donc, il n'y a rien de ferme. La taxe est prévue. Ouais, la taxe est prévue. Elle s'appelle la TICP depuis 2011. D'accord? Donc, ils ont vu venir le coup que la voiture électrique ferait tomber la TIPP, quoi. Donc, il fallait en prévoir une autre parce que c'est une sacrée manne, c'est une rente. Hein. Et alors, moi, je me suis posé la question suivante, c'est si au fond, mon fils vient chez moi avec sa voiture électrique, il a une voiture électrique, c'est vrai, et qui se charge chez moi, qu'est-ce qui va se passer pour cette taxe demain, quoi? Parce que lui, il charge chez lui sur une prise normale pour l'instant, donc tant qu'il n'y a pas de Linky, ça passe inaperçu puisqu'il n'y a pas de signature de chargeur. J'ai essayé de regarder, donc pour la Zoé notamment, qu'avaient prévu les constructeurs dans leur bagnole. Et la plupart du temps, maintenant, le chargeur est intégré à la voiture. D'accord? On n'a pas besoin de mettre entre les deux un chargeur, on branche sa prise et c'est bon, quoi. Ça simplifie la vie. Mais en fait, ce chargeur, lui-même aussi, il a une certaine intelligence, comme vont l'être demain, je pense, beaucoup de produits électroménagers. C'est-à-dire qu'il a une puce intelligente qui dit « je suis chargeur ». Et en plus, là, je suis chargeur de la voiture qui a telle immatriculation. Vous vous souvenez qu'on garde son immatriculation à vie, même si on vend sa bagnole, elle appartient au nouveau, quoi. D'accord? Donc on saura remonter au propriétaire pour le taxer. C'est pas forcément votre hôte, moi père de cet enfant qui a une voiture électrique, qui payerait les taxes. D'accord? Donc le coût est bien prévu, quoi. Hein. D'accord? Mais ça reste encore, c'est pas encore, on n'a pas encore vérifié à 100%. Hein. Voilà. Alors bon, on entend de tout et on n'entend rien, donc pour l'instant, les éléments semblent prévus.
Votre actuel ancien compteur est-il accessible? Là, c'est pour la défense, disons, sur le volet juridique. Hein, qu'est-ce que vous devez faire suivant les cas, quoi. Hein. Est-ce qu'il faut pénétrer dans votre habitation? Est-ce que c'est une borne qui est dans votre jardin, mais en partie privative? Ou est-ce que c'est à la limite de propriété, donc accessible sur la voie publique? Ce qui est souvent le cas, hein, d'accord? Donc voilà, suivant les cas, forcément, au niveau juridique, la défense ne sera pas la même. Votre opposition ferme ne sera pas la même. Donc en fait, moi par exemple, ma borne, il faut rentrer dans mon jardin. Donc il faut accéder en droit à ma propriété privée. Donc bien entendu, j'ai mis un panneau à l'entrée de ma maison, propriété privée, interdit à ERDF. À l'époque, c'était ERDF. D'accord? Ça, c'est bien visible. D'ailleurs, ils ont réagi. Hein, on va le voir tout à l'heure. Hein. Bon, ensuite, il y a le fait de savoir aussi si vous êtes, alors ça c'est très difficile, hein, électro-sensible, hyper électrosensible. Il y a des gens, par exemple, qui savent dire quasiment à 200 mètres que vous êtes en train de téléphoner avec votre mobile. Je ne sais pas si vous avez vu tous ces reportages à la télé, il y a 2 dames qui sont allées vivre dans une caverne parce qu'elles ne supportaient plus les émetteurs GSM. D'accord ? On vend des voiles, on peut mettre des rideaux spéciaux qui sont faradisés, c'est-à-dire avec du métal, pour empêcher les ondes de rentrer dans la maison. Hein. Alors ça, c'est assez difficile. Et comment remettre un ancien compteur, pour l'instant, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des gens qui l'ont exigé. Donc j'ai vu le truc de Château-Giron, la dame qui s'est évanouie dans l'escalier, elle a fait intervenir le préfet qui a exigé que l'ancien compteur soit remis. Sachant que les anciens compteurs n'arrêtent pas les signaux. Hein. Voilà, des voisins. Ça n'est qu'un wattmètre enregistreur, hein, oui, c'est ça, voilà. le compteur. Donc ça passe, le compteur, et ça arrive chez vous, et ça rayonne comme des antennes radio dans votre... Ça rentre dans la maison. Hein. Voilà, donc c'est problématique quand tout un quartier est équipé en Linky. Il y a pas mal de monde qui rentre chez vous pour vous émettre des ondes. Alors il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est assez technique, mais vous allez le comprendre tout de suite. Tout ça, ça va au transformateur où il y a le fameux, la platine là, avec son antenne hein, qui réémet tout ça, concentrateur. Quand vous êtes très loin du transformateur, le signal va être affaibli. D'accord ? Parce que c'est en fonction de la distance toujours. Hein. Les signaux en télécom, c'est pareil, s'écroulent. Alors, ils ont prévu dans les Linky, mais ils ne le disent pas, hein, qu'on puisse réamplifier. C'est-à-dire que sur le trajet, il y a des gens comme vous et moi qui ne savent pas, qui sont en fait réamplificateurs de signaux. Quand le signal passe chez eux, du voisin, et qu'il est trop faible, on remet un petit peu de booster, quoi. D'accord ? Donc ça veut dire qu'après, comme ça revient de toute façon, on en prend plus plein la tête, quoi. Il faut bien comprendre ça. Et ça, c'est pas dit, il faut fouiller vachement tous les trucs, les textes techniques pour comprendre ça, quoi. Et ça, je l'ai trouvé parce que je cherchais toutes les fréquences qu'ils utilisaient. Hein. Bon, certificat médical, il faut trouver un médecin qui va se mouiller, parce qu'on va lui dire, attendez, qu'est-ce que vous connaissez au sujet ? À part si c'est Belle Pomme, je dirais. Mais Belle Pomme, il est coulé, le pauvre vieux de demande. Hein. Donc pour l'instant, ça c'est un sujet très tabou, disons, d'omerta, quoi. Non, et puis de toute façon, aux urgences, une dame qui arrive avec un œil au beurre noir, le médecin, et je suis bien placé pour le savoir, le médecin ne va jamais écrire que c'est son mari qui lui a mis. Il a constaté que Madame Muntel avait un œil au beurre noir, éventuellement il fait un contact pour la police, mais ça s'arrête là. Quand il dit qu'il est bien placé, c'est pas qu'il a des yeux au beurre noir, hein. C'est que sa fille travaille en hôpital. Oui, aux urgences, donc. En plus, ouais. Donc, si vous voulez vous opposer, donc c'est avant-poste de préférence, hein, parce que quand c'est déjà posé, le combat est très très difficile. Hein. Il faut le faire savoir avant, donc c'est ce qu'on disait, hein, faire une lettre à ERDF et Neis, là, l'afficher sur son compteur, éventuellement, sur sa borne, hein, abrité de la pluie, etc. Hein. Bon, il y a les pétitions des collectifs qui existent aussi. Bon, moi, il y a tellement de pétitions que j'y crois plus trop. Hein. Mais mettre copie de sa lettre au maire aussi, que le maire, votre maire, donc Alain, entre parenthèses, Fèvre, sache la position de ses administrés. D'accord ? C'est aussi vous, entre guillemets,
qui votaient ou pas pour lui. Donc il a intérêt quand même à faire à minima de l'information. Il nous semble, en tout cas. Donc on a parlé déjà de la presse. Éventuellement, votre assurance. Interpellez votre assurance. Ça doit être sur le blog, la lettre. Hein. La lettre type est sur le blog. Ça vous coûte un timbre, certes. C'est une lettre type. Hein. Vous verrez le ton. Après, vous l'adaptez. Il y a des choses qu'on a écrites. C'est pas obligé. Hein. Alors, si on vous a collé un Linky malgré vous. Donc, si vous avez une assistance juridique dans votre contrat d'assurance, hein, que ce soit une vraie assistance juridique, hein, parce que beaucoup de gens croient qu'avoir défense recours en responsabilité civile, c'est une assistance juridique. Non, il faut avoir l'option assistance juridique pour les litiges de la vie quotidienne, etc. Hein. À ce moment-là, vous pouvez leur demander d'écrire à Enedis pour dire votre position, et ça viendra d'un juriste. Et le cas échéant, après... Alors, il y a des plafonds hein, dans les assistances juridiques, au point de vue fric, hein, d'ester en justice si vous le souhaitez. D'accord ? Parce que ça s'est passé à l'insu de votre plein gré, quoi. Et surtout, de s'opposer explicitement à l'exploitation de votre courbe de charge. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le côté big data, que ça ne foute pas le camp dans la nature comme ça. Et là, j'ai repris exactement les termes qui sont dans le contrat général de vente. Ouais. OK ? Et donc, en n'oubliant pas, pas, qu'Enedis est aussi un fournisseur. Alors, il en perd tous les jours, il faut savoir. Hein. Eh oui. Il y a de plus en plus de gens qui foutent le camp. Hein. Bon, ça ne résout pas tous les problèmes, hein, puisque de toute façon, le distributeur est incontournable actuellement. Hein. Mais quand même, c'est un signe qu'il regarde de très près. Hein. Alors, donc ça, c'est chez moi. Hein. Oui, ce sont les actions. Hein. Donc, j'habite route du Golfe, là, donc ça, c'est à l'entrée du jardin, je dirais. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien un MIC, stop à Linky, propriété privée, interdit à ERDF. Et donc là, moi, j'ai ligoté ma borne, hein, si vous voulez. Donc maintenant, quand il voulait relever, il toquait chez moi. Vous pourriez, s'il vous plaît, enlever votre chaîne. Alors pourquoi ? Parce que le petit volet en plexiglas avait reçu tous les ultraviolets du soleil et ça fait qu'il avait perdu toute sa transparence. C'est assez classique. Donc depuis, j'ai démonté. J'ai acheté ça chez Monsieur Bricolage, hein, je l'ai scié à la taille, proprement, j'ai mis des vis inox, donc ça bavera pas de rouille, c'est propre. Hein, et donc maintenant, ils n'ont pas besoin de venir stocker pour relever le compteur. Et c'est toujours, bien sûr, mon ancien compteur. Alors, ils m'ont envoyé plusieurs lettres de mise en demeure, hein, en me menaçant, donc je vous disais, du tribunal. Je leur ai dit, allez-y quand vous voulez, quoi. J'ai pas peur. Parce que c'est vrai, il y a un truc là que, à force de faire des rencontres, on oublie. Tous les courriers que nous recevons ne présentent pas de signature. De chez Enedis. Hein. Donc juridiquement, c'est nul. Nul. Ouais. Bon, on continue. Alors ça, c'est les actions. Alors les actions au niveau de la protection. Alors les protections contre les CPL, etc., les rayonnements. La première... possibilité, c'est changer les câbles. Mais vous imaginez changer tous les câbles électriques d'une maison ? Sachant que là, en 10 mètres, en 2,5 carrés, donc c'est de la prise de courant, on arrive à presque 30 €. Et en plus, il faut savoir que ce sont des câbles qui possèdent un écran ici, et ça ne se monte pas n'importe comment, l'écran. D'accord ? Donc c'est encore du professionnel. Alors là, ça c'est le matériel et après vous avez le professionnel à payer. Deuxième protection, vous entendrez peut-être parler, ce sont les filtres. Alors on est un peu prudent là-dessus, un peu dubitatif. Effectivement, ça c'est à Saint-Nazaire. C'est un gars qui fait ces filtres. Bon, ils sont un peu limités en intensité puisqu'on arrive à 20 ampères, je crois. Hein. 20 ampères. Moi j'ai 30 ampères, hein, 6 kVA comme tout le monde. Hein. Pourquoi pas ? Mais enfin, ça coûte quand même la bagatelle de 250 €. Hors pause. Hein. Hors pause. L'achat du Parce filtre. que ça, pareil, si j'ai marqué le site de Monsieur Maillot, là, de électricien à Perros-Guirec, c'est parce qu'il a pris sur son temps pour venir me voir, pour discuter, et il a dit, attention, les filtres, les choses comme ça, il faut vérifier toute l'installation ici. Quand même. La conformité, d'accord ? Donc on fait pas n'importe quoi. Mais ça, attendez, tu reviens dessus. Par exemple, ces câbles-là,
ils sont aussi réglementés par la norme. Donc si vous montez votre abonnement, c'est que ça va passer plus de courant. Il faut avoir la certitude, c'est-à-dire le bricoleur moyen, il ne sait pas forcément que ça va l'étaler. Parce que si après vous avez un incendie lié à un bricolage comme ça vous retombera forcément dessus. Là, les assureurs, ils ne vous le louperont pas. Bon, parce que ces câbles-là, les câbles donc propres à Enedis, EDF, RDF, ce qu'on veut, c'est du 16 mm². Et là, ici, chez nous, on est à au moins 10 mm². Mais 10 mm², on va jusqu'à une cinquantaine d'ampères. Oui, pas plus. Donc, s'ils nous incitent à changer un contrat, attendez, on ne fait pas n'importe quoi. Et comme ils vont le faire à distance, ils ne verront plus. Voilà. Là, on risque d'avoir des soucis chez certains. Avant, il y avait un plomb, vous savez, hein, on pouvait voir, et ils venaient changer des curseurs là-dedans et remettaient le plomb. Donc c'était eux qui le faisaient et qui pouvaient s'assurer que les câbles étalaient la chose, quoi. Là, si on le fait par une commande à distance, depuis Paris, je dis n'importe quoi, et que ça suit par le réseau, ils ne sauront pas du tout si ces câbles sont cohérents ou pas. Hein. Alors... Donc on arrive à la conclusion. Ouais. Oui, on est dans les mêmes temps. On est dans les temps. Donc voilà, vous avez vu que c'est un sujet qui est quand même assez délicat. Hein. On a déjà vu dans nos réunions des espions d'Enedis. Je ne sais pas s'il n'y en a pas ce soir. Non, il n'est pas là. Non, pas celui-là, parce qu'il y en a un, je le connaissais, puisque je fais partie d'une commission d'Enedis de consommateurs. Donc là, je l'ai reconnu, quoi. Et bon, il a dit très vite que oui, bien sûr. Hein. Donc là, je ne sais pas, il peut y en avoir de nouveaux. Hein. Alors, suite à un tas d'interventions par des associations comme nous, c'est vrai que le discours d'Enedis a changé. Ouais. Et ils ont repris les histoires de l'hypersensibilité, etc. Alors que nous, on dit non, c'est pas là-dessus qu'il faut aller. Non, il ne faut pas se battre battre du tout. là-dessus. Bon, au point de vue je crois qu'ils ont la bulle. La triple bulle. Oui, ça, ils sont pas très bons. Mais ils réagissent quand même, hein, parce qu'on a chopé des circulaires qu'ils envoient aux sous-traitants. Et on a vu qu'ils s'adaptent quand même assez vite. Bon, c'est des gens qui ont des moyens quand même, hein, en communication. Donc, barricadez vos coffrets et vos compteurs si c'est à l'extérieur, parce que là, c'est le plus difficile. Quand c'est à l'intérieur, vous êtes tranquille. On ne vont pas défoncer la porte, quoi, je dirais. Hein. Bon, mais ils ont quand même abusé des personnes, on va dire, du 4e âge, hein. Parce qu'ils arrivent en disant, il paraît que vous avez un incident, on vient vérifier, tout ça, puis après, une fois dedans, il a le pied dans la porte, quoi. Hein. Voilà, donc ça dépend aussi de l'âge des gens, alors, je dirais. Il y a une petite nuance. Attention, il est clair qu'on ne peut pas interdire l'accès au compteur à Enedis. Alors, premièrement, solution 30, c'est pas Enedis. Et le gars de Enedis qui va venir chez moi, je suis Blondet, je veux voir votre compteur. Je vous accompagne. Je vais regarder. Déjà, il y a les mains dans les poches, il n'y a rien sur lui. Je vous en prie. Ouais. Il ira à mon compteur, pas de problème. Mais après, il boira un café et puis je le mettrai dehors. Hein. C'est déjà arrivé 2 fois. Si on est locataire, voilà, alors ça c'est un cas qu'on a déjà vu. C'est pareil, vous vous souvenez quand même que celui qui paye la facture, c'est le locataire. D'accord ? D'ailleurs, à un moment, ça posait un problème, c'est si le locataire décidait de changer de fournisseur, qu'il était, par exemple, le propriétaire au départ était chez EDF, on va dire, hein, donc Enedis ou RDF, et si le locataire dit, moi, je veux pas de cela, je vais ailleurs, il pouvait, hein, d'accord ? Il peut toujours, d'ailleurs. Hein. Donc, il faut voir quand même que le locataire a le droit de s'opposer. C'est lui qui habite les lieux, c'est lui qui va subir l'éventuel préjudice, d'accord ? Alors voilà. Oui, l'Assemblée, pourquoi j'ai mis AG là ? C'est national. À l'époque, c'était pas prononcé aussi fermement que c'est fait maintenant. Hein. Dans les immeubles, il y a une copropriété, c'est en principe obligatoire, qui peut être gérée par les copropriétaires eux-mêmes. Hein, ils prennent des risques pénaux le cas éventuel où il y a des fraudes de fric. Hein. Normalement, la copropriété doit voter en AG l'accord du Linky. Parce que les gens vont accéder aux parties communes, parce que la plupart du temps, les compteurs sont dans des colonnes techniques qui sont accessibles sur les paliers. D'accord ? Des fois, on a vu le cas, c'est pas des fois, c'est souvent, où c'est fait en force. C'est-à-dire qu'ils ont changé toute la colonne.
Voilà. Bon, il y a d'autres cas où les gens ont barricadé la colonne, alors ils ont fait sauter les barricades, si je puis dire. Hein. On a même vu un cas où ça rentrait pas. Le Linky rentrait pas vraiment, parce qu'il avait du ventre, hein, dans la colonne, et il laissait la porte ouverte. Voilà. On a vu une photo d'ailleurs dans un de vos journaux, je ne sais plus lequel, je vais te dire, c'est à Trédrez Lokemo. Donc c'est le maire, c'est le président de la communauté commune, Joël Lejeune, qu'on connaît très bien par ailleurs, où une fois mis les Linky sur des bornes qu'on voyait en partie publique, d'accord, photo depuis le domaine public, si je puis dire, il ne pouvait plus refermer la porte. Donc les portes sont restées ouvertes, ça on l'a vu dans vos journaux. Alors tout le monde n'a pas forcément percuté, si vous voulez, parce qu'il faut être un peu spécialiste, mais de dire, merde, ils foutent des Linky, ils laissent tout ça ouvert à la pluie. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stars... Plus vous êtes opposés, plus vos questions, effectivement, sont pointues, hein, c'est évident. D'ailleurs, ils répondent pas, quoi, hein, souvent. La plupart du temps, c'est ça. Hein. Bon, l'histoire du big data, vous avez vu qu'en ce moment, au ministère de l'Industrie, Bruno Le Maire veut absolument taxer les GAFA, là. On se demandait donc si on ne devait pas ajouter un E pour Enedis, puisqu'ils font de la transmission de données, hein, c'est ce qu'on disait, sur les taxes qui étaient prévues déjà quand même dans les textes. Exécutif Godillot, bah c'est vrai qu'avant que les députés, alors la majorité c'est les En Marche, donc ils ont une large majorité, mais qu'il y en ait un qui tape du poing sur la table et qui dit « Attendez, il faut arrêter ça 5 minutes pour regarder le bébé », on n'a pas vu ça encore, hein, honnêtement. Hein. Au mieux, vous avez vu dans les votes, là j'ai vu dernièrement, certains de nos députés, pas tous, s'abstiennent. Le mieux qu'ils puissent faire, enfin, ou qu'ils font, c'est de s'abstenir. Ils ne s'opposent pas. C'est extrêmement rare. Hein. Vous avez vu que ce soit pour les pesticides Monsanto et compagnie. Voilà, dernièrement, je ne sais plus, c'était pour les casseurs, là. Hein. Regardez bien, c'est accessible sur Internet. Hein. Moi, j'ai regardé. Hein. Il y a quand même eu 52 oppositions dans les En Marche. Mais j'ai vu des gens qu'on connaît bien, qui sont en Bretagne, qui ont voté pour, les yeux fermés. Donc, et des jeunes, hein. On peut quand même s'étonner, quoi. C'est pour ça que je parle d'exécutif Godillot. On devrait réclamer à minima une enquête publique, etc., quoi, hein. Bon, complot du silence, même pour certaines presses, on est prudent, hein, pour l'instant. Et équipement, clairement, pas au point. Bon, là, on avait une vidéo. Ça, c'est une fiche de chez Enedis. Alors, en fin de compte, c'est quelqu'un qui se plaignait parce que son compteur marquait n'importe quoi. Alors, le plus drôle, ce qu'on a relevé, nous, c'est que le contrôle du compteur se fait aussi par Enedis. C'est-à-dire que Enedis pose un compteur et contrôle son compteur. Jugé parti. D'accord ? Mais ce qui nous a fait sourire avec Patrice, c'est en fin de compte, ils vérifient la mesure de leur compteur. Mais ils ont le texte de loi. Je l'ai en mémoire, le texte de loi, qui les autorise à faire ça. C'est-à-dire que quand vous allez à la pompe à essence, bon ben vous voyez sur les compteurs, sur les pompes, il y a des contrôles annuels. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous achetez 40 € de gasoil ou d'autre chose, vous êtes sûr d'avoir la quantité et vous payez le bon prix. Là, les compteurs, de toute façon, comme l'a dit Patrice, il n'est pas homologué déjà Europe. Première chose. Et on se pose la question sur le contrôle. Qui a dit « Ok, ce compteur est parfait ». Et en fin de compte, on s'aperçoit en allant chercher les textes, ça c'est un décret, que Enedis est son propre contrôle. Alors, c'est leur propre contrôle, c'est leur propre assureur. Attends, on va où là ? Autrefois, c'était les poids et mesures, hein, qui contrôlent les pompes à essence et tout ça, quoi. Bon voilà, on en a terminé. Donc, on a essayé de voir le Linky autrement que l'anti-primaire.
d'essayer espère. de vous... On espère. Oui, on espère. C'est une affaire juridique, c'est une affaire technique. Et en fin de compte, il faut se replacer en fin de compte dans le contexte du big data, l'exploitation des données.